Bon, bah, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est une soirée historique. C'est littéralement le plus grand multiplex de l'histoire de la Ligue des Champions. 18 matchs en même temps auront lieu. 17 seront retransmis sur Canal+. Le multiplex sera à suivre sur Canal+, évidemment. Pourquoi 17 au lieu de 18? Parce qu'il y a apparemment le match Young Boys contre l'Étoile Rouge qui ne pourra pas être diffusé vis-à-vis de questions de droits de sponsor, machin quoi. Bref, bon, vous allez regarder un match individuellement? Est-ce que vous allez regarder le multiplex complètement? N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous souhaite une excellente vidéo. Alors, de base, je fais les pronostics pour les clubs français, pour le Real, pour le Barça. On va également le faire, mais on va être beaucoup plus, on va dire survolé. On va vraiment survoler parce qu'en vrai, ce qui m'intéresse également, bah, vous le savez, hein, c'est le fameux classement. Il y a énormément d'enjeux dans cette dernière journée, évidemment. Le top 8, on ne le connaît pas encore. On ne sait pas qui seront les équipes qualifiées. Le PSG, mon club de cœur évidemment, n'est pas encore qualifié. Il faut faire le taf contre Stuttgart. Est-ce que City va remporter le match contre Bruges? Est-ce qu'on aura un club français dans le top 8? C'est possible. Le Real doit quand même gagner. Le Barça peut-il finir premier? Enfin, on a énormément d'enjeux. Et j'ai envie de vous montrer ces petites stats par Opta que vous avez sûrement dû voir passer déjà parce que voilà, ça a beaucoup tourné, normal. Un peu les probabilités de qualification pour toutes les équipes. Je vous invite à faire pause. Je ne vais pas forcément épiloguer. Mais on peut voir un truc déjà vis-à-vis des équipes qui se qualifient pour les playoffs, pour les barrages. Bon, c'est extrêmement serré entre City, Stuttgart, le Benfica, PSG, Sporting et Bruges, mais vraiment super serré. On peut voir que le Dynamo peut se qualifier avec une chance assez faible. Et évidemment, le Shakhtar, s'il se qualifie, c'est absolument un miracle, hein, il y a pas d'autre mot. Encore une fois, vous me dites, est-ce que vous allez regarder le multiplex ou simplement votre club de cœur? Allez, je pense quand même que j'aurai le multiplex à côté pour avoir une vision d'ensemble. C'est vraiment des matchs de fou furieux. Vous savez quoi? On va commencer directement avec le premier match dont on veut parler. Évidemment, ce Stuttgart PSG. Vous avez normalement le sommaire en bas de la vidéo. Vous regardez exactement ce que vous voulez, il y a pas de problème. Stuttgart PSG, alors comment je pourrais définir ce match-là? Évidemment, un match, bah, qui va être important objectivement, au-delà, de supporter Stuttgart ou le PSG. Bah, ouais, l'un est 22e, l'autre est 24e. Les 2 ont 10 points. Il y a juste le goal average qui fait, la différence. Soyons très clairs d'une chose, le Paris Saint-Germain, en cas de défaite, n'est pas éliminé totalement, mais peut se mettre en danger, en fonction évidemment des autres résultats. Donc évidemment, le mieux pour le PSG, c'est de ne pas perdre. Un match nul qualifie les 2 équipes à 100. Vous l'avez souvent entendu, je pense, parce que c'est le cas, un match nul les qualifie. Bon, une victoire, pour le PSG mettrait quand même à mal Stuttgart, d'où le fait que, pour moi, Stuttgart jouera ce match et je sais qu'il y a cette, volonté, on va dire, de penser à un match potentiellement arrangé entre les 2 équipes. Je vais être honnête avec vous, j'attends, à voir un Stuttgart qui joue pour gagner comme j'attends de voir un PSG qui joue pour gagner. Bon, pour moi, les clés de ce match-là, la compréhension qu'on peut se faire de ce match-là, elle est en vérité pas très compliquée. Le PSG est, je pense, quand même favori sur ce match-là, même si attention, je pense qu'il y a de la méconnaissance concernant Stuttgart, une équipe qui est honnêtement vraiment bonne, qui est, loin, d'être, voilà, l'équipe mauvaise ou quoi qu'on veut nous vendre. Bon, voilà, c'est vraiment pas le cas. Il y a quand même un match perdu, me semble, en Bundesliga, sur la dernière journée contre Mayence, mais c'est quatrième. C'est une belle équipe, offensif, un poste qu'on a l'habitude de voir du football allemand. Maintenant, il faut être aussi honnête, une équipe qui a des faiblesses, des largesses défensives, qui sont évidentes, hein, ça c'est très clair. Mais c'est une équipe, honnêtement qui peut mettre une vraie pression au PSG, hein, comme ce qu'on a l'habitude de voir dans le football allemand. Beaucoup de pression, jouer haut. Il y a des vrais bons joueurs, hein, de football sur cette équipe-là. Alors, je vais essayer de, bah, vous remontrer ça rapidement. Là, vous avez la composition probable pour, les 2 équipes. On va parler du PSG juste après. On a, je pense, allez, les joueurs les plus en vue slash les plus connus pour Stuttgart. Alors, il y a Mittelstadt qui est international allemand, qu'on aura notamment vu lors du dernier Euro, il me semble. Mais je pense que les 2 joueurs, surtout le joueur à suivre côté Stuttgart, c'est évidemment Enzo Mio, qui est espoir, qui est jeune, 22 ans, qui est vraiment fort. Assez polyvalent parce qu'il est milieu offensif, mais il peut être aussi un peu milieu central et relayeur en vérité. Donc très polyvalent, clairement le meilleur joueur, je pense, de cette équipe-là. On a également Stiller côté, on va dire, milieu, peut-être un peu plus défensif, qui est très bon également, habile, balle au pied. C'est une équipe de toute façon qui joue assez haut sur le terrain, avec beaucoup de possession, et qui, de manière assez naturelle, aura des espaces dans son dos, ou même si elle joue le pressing face à un PSG qui également veut le ballon, et aura notamment eu le ballon contre City, le PSG aura des possibilités et c'est ça que j'aime dans ce genre de match, c'est que le PSG normalement, hein, ne va pas affronter Stuttgart en bloc bas. Ce n'est pas une équipe qui, sait défendre, j'allais dire, et qui aime défendre. Non, cette équipe, n'est vraiment pas dans cet aspect-là. Il y a plein de matchs, de moments où tu vois que, ouais, c'est compliqué, hein, soyons, très clairs là-dessus.
Mais voilà, il y a cette qualité offensive certaine, cette qualité de pression certaine. Assez bon sur les coups de pied arrêtés, honnêtement, mais il y a des vrais problèmes, on va dire, sur tout l'aspect ergonomie défensive. C'est même pas que la défense centrale est mauvaise. D'ailleurs, il y aura un ancien Toulousain qui ne sera pas là côté Stuttgart. Le cher Anthony Roule qui ne sera pas là côté défense centrale pour eux. No Mendes sera absent côté PSG, on va en parler. Donc voilà, le PSG aura des possibilités. Par contre, attention, on verra bien si le gardien Nobel sera présent. Un gardien qui n'est pas le plus fou, hein, soyons honnêtes. Donc pour le PSG, je pense que ce sera peut-être un peu mieux qu'il soit titulaire. Il ne fait pas le plus de différence, soyons clairs. Il a des stats assez mauvaises cette saison. Bon, concernant le PSG, alors je m'attends à voir un PSG un peu comme City, qui a le ballon, qui met beaucoup de pression et qui, honnêtement, même si le nul, il est très tentant, très visible sur ce match-là, avec l'absence aussi de Nuno Mendes, donc il y aura peut-être un peu moins de volume de ballon sur le côté gauche. Soyons clairs, nets et précis, le PSG sera normalement supérieur sur à peu près tous les points concernant Stuttgart. Maintenant, la question, est-ce que ça va être un PSG avec de la finition? On a un PSG assez réaliste, honnêtement, ces derniers temps, il faut aussi le dire. Ça fait plaisir. J'allais dire que Donnarumma est revenu à un bon niveau. On va rester quand même sur nos gardes. Donnarumma a été un peu plus rassurant, on va dire ça. Voilà, ça peut être un peu compliqué quand même. Mais globalement, un PSG qui, je pense, sera supérieur. La victoire sur ce match-là, il y a eu, par exemple, vous savez, ce match entre Salzbourg et le PSG. Vous vous souvenez, je pense, de ce match-là, même si pour moi, c'est pas du tout les mêmes équipes, hein. Le PSG avait largement dominé Salzbourg à l'extérieur, avait eu beaucoup d'occasions, avait marqué, basta. Salzbourg, bon, c'est pas comme Stuttgart, hein, soyons clairs. Je pense que si on a comparé à peu près, entre guillemets, hein, le niveau entre Stuttgart et une autre équipe que le PSG a affronté cette saison, peut-être le PSV comme ça, je pense au PSV Eindhoven, où le PSG aura fait un match nul, mais bon, je rappelle une chose, hein, c'est pour ça qu'il faut regarder les matchs. Il faut rappeler que le PSG, c'est une des équipes qui a le plus sous-performé en Europe, même la première en méritant Ligue des Champions. Contre le PSV, alors ok, peut-être je fais pas le plus grand match de l'histoire du football, cependant, le PSV cadre 2 fois en première période et marque voilà, littéralement à 25 mètres, et en seconde période à un contre, et voilà, enfin, c'est comme ça qu'a joué le PSV. Donc voilà, j'attends vraiment un PSG qui aura des occasions. Ça va jouer sur la finition, mais soyons clairs d'une chose, Stuttgart peuvent peut-être te mettre de la pression. Je pense que Stuttgart peut marquer sur ce match-là, mais un Stuttgart ne pourra pas tenir les offensives parisiennes. Le PSG sera quand même sérieux. Dans l'absolu, je ne vois pas le PSG perdre ce match-là. Ce serait vraiment une catastrophe, mais objectivement, je ne vois pas ça. Oui, soyons clairs, je pense que si je dois faire un prono aujourd'hui, j'irai sur une victoire, mais je suis un peu partagé vis-à-vis de City. Par exemple, PSG City, si vous étiez là la semaine dernière, j'ai développé mes arguments pour dire une victoire parisienne et j'étais plutôt confiant là-dessus. Là, je vais pas dire que je suis confiant, waouh, au plafond, mais si tu as un PSG sérieux et investi, je vois pas Stuttgart supporter autant de pression parisienne avec l'offensive du PSG malgré l'absence de Nuno Mendes. Dembélé devrait être de retour, Doué et Barcola également. Bon, ils étaient déjà là, évidemment, vous l'avez compris. Bon, ce sera, je pense, assez fort, hein, soyons honnêtes. Et c'est pour ça que je vois quand même une victoire PSG. Ça peut être une victoire à 2 buts d'écart, par exemple un petit 3-1. Un petit 3-1, ça me semble assez OK. Stuttgart qui marque un but, oui, oui, pourquoi pas, hein. Sur les coups de pied arrêtés, ça reste bon. Il y a cette qualité de partir très vite dans la transition verticale, comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les équipes allemandes. Mine de rien, il y a une défense parisienne qui, à la perte, si tu n'arrives pas à mettre la pression et que la pression est battue, bah, est vulnérable. Donnarumma n'est pas le plus rassurant. Ouais, Stuttgart qui marque, je le pense assez. PSG qui gagne quand même, je le pense également. On est sur du 65-35, je te dirais, 60-40, on va dire, pour le PSG. Et le PSG serait qualifié. Stuttgart, avec ce scénario-là, peut être qualifié, mais, on verra bien. Si City, par exemple, bat Bruges, ça peut être assez dingue. On verra bien. Le match le plus légendaire, peut-être, hein, de l'histoire de Brest, peut-être, je sais pas. Brest s'est déplacé à Barcelone pour affronter le Barça et quelques semaines plus tard, le Stade brestois, mesdames, messieurs, reçoit le plus grand club de l'histoire du football, à minima en Ligue des Champions, le Real Madrid. Moment assez incroyable, je pense que jamais le Randourou aura eu une telle équipe dans son stade. C'est un des plus grands moments de l'histoire du club, s'il faut le dire. Alors, c'est ça aussi la beauté du football, hein. Pour le Real Madrid, ben ouais, c'est un match un petit peu comme un autre, hein. C'est, entre guillemets, business is business. Bon, voilà, l'armada du Real Madrid, les Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodrigo. Voilà, bon, il y a de quoi, hein, évidemment, se dire, ouh, ça va être chaud pour les Brestois. Mais allez, pourquoi pas imaginer un Brest qui fait un petit truc. C'est assez compliqué, honnêtement, le pronostic sur ce genre de match parce que le Real Madrid, quand même, on peut partir sur ça parce qu'on évoque quand même un Real Madrid qui est 16e,
qui doit encore essayer de se qualifier dans les meilleures places, il faut le dire. Soyons bien clairs concernant une chose, le Real Madrid, comme vous pouvez le voir ici, ils ont une probabilité de terminer dans le top 8 qui est relativement faible. Pourquoi? Ben, c'est très très simple. Si vous regardez simplement le classement, vous avez beaucoup d'équipes à 12 points et Brest, Lille notamment à 13 points. Ce qui indique que bah, si vous regardez Brest ou Lille, ici, ils ont plus de chances de se qualifier, notamment Lille qui a quasiment 33% de chances d'être dans le top 8. Parce qu'il y a un point de plus. Donc, ouais, le Real Madrid, huitième, un peu compliqué. Ça dépendra vraiment des autres résultats. Par contre, le Real Madrid, on va dire, aller entre la neuvième, onzième, douzième place, c'est totalement faisable. Et de toute façon, Brest est qualifié pour la suite, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a pas de problème normalement. Maintenant, voilà, je vais pas vous mentir, je vois quand même un Brest qui sera dans une situation compliquée. Ça reste le Real. On a vu que ouais, quand tu pouvais mettre un peu de pression à Brest, ça peut être compliqué. Le match contre chaque sort qui perdent, bah, il y a quand même des bons ballons joués. Défensivement, ça peut être un peu dur. Bon, il y a des absences, hein, il faut le dire, il y a des absences côté Brest qui sont gênantes. Évidemment, il y en a également côté Real, mais bon, le Real effectif sur un autre monde. Bon, un peu comme ce que j'ai dit pour le Barça, hein, il y a quelques semaines de cela. J'avais mis le Barça dans victoire très très haut. Je le sentais vraiment bien. Et Brest en bas, du coup. Un peu dans la même idée. Un peu dans la même idée. Alors évidemment, je rêverais hein, de voir Brest faire quelque chose de fou. Je pense quand même que le Real doit avoir des points. Ils vont quand même se motiver à jouer ce match-là à l'extérieur. Mais je compte sur un Rondourou qui sera potentiellement très très chaud. On a vu hein, que les réceptions du Rondourou de Brest à Guingamp sont vraiment bonnes. Grosse pression et tout. Alors, je vais pas être définitif en mode, je suis en mode 99% de chance que le Real gagne, parce que c'est la Ligue des Champions et parce que j'ai vu cette saison un Real Madrid qui pouvait avoir des failles certaines, hein, notamment au niveau voilà, des errances défensives, etc. Mais voilà, Brest, avec toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, et j'imagine un Brest qui aura vraiment cœur pour le dernier match, à domicile en plus, de vraiment, vraiment, vraiment jouer ce match-là avec beaucoup, beaucoup de qualité. Dans l'absolu, le Real est plus fort sur tous les points. Le Real est également extrêmement réaliste, hein, il faut le dire. Je te dirais, allez, 75-25, je vais pas monter plus haut parce que dans ma tête, il y a une probabilité certaine qui existe que Brest fasse un nul contre le Real Madrid. Par contre, que Brest batte le Real, ça me paraît être vraiment, vraiment une folie. Et si ça arrive, on va en parler parce que vraiment, voilà, je vais pas épiloguer longtemps parce que j'ai envie de parler d'autres clubs. C'est une vidéo un peu décousue, je suis désolé à vous. Mais le Real revient également très, très bien. Soyons clairs, voilà, il y a eu cette grosse, grosse déconvenue contre le Barça. Mais depuis, je vois les matchs en parallèle. C'est du très, 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 très haut niveau, hein. Là, vraiment 5 buts contre le Celta, 4 buts contre Las Palmas, 5 buts contre Salzbourg, 3 buts contre Valladolid. Alors, globalement, des équipes qui sont un peu fébriles défensivement. Brest peut avoir un peu de mal défensivement également. Oui, ça va être dur pour les Brestois. Je souhaite, hein, pourquoi pas un petit exploit de Brest, un grand exploit même, mais je vois le Real l'emporter. Pourquoi pas avec 2, 3 buts d'écart. Mais attention, allez, Brest, je pense que si ça craque pas, en fait, Brest, s'il ne craque pas, ça peut le faire. Mais s'il craque, je pense que c'est terminé. Voilà, mesdames, messieurs, si le Real Madrid le score, je vois vraiment le Real emporter. On va dire 75-25 pour le Real Madrid sur ce match-là. Un match aussi dont je voulais parler, il y a tellement de matchs importants, les gars, entre le LOSC et Feyenoord. Eh ben, c'est très très simple, regardez un peu le classement. Et oui, 11e et 12e. Alors, les 2 équipes sont qualifiées pour la suite normalement, mais il y a une vraie probabilité de terminer top 8. C'est ça qui est intéressant. Quand on regarde un petit peu le Opta Analyst, vous avez Feyenoord qui a 13% de chance de terminer dans le top 8 et Lille qui en a 33. C'est calculé vis-à-vis de probabilité et ça considère également que le LOSC ben, joue à domicile et en plus contre un adversaire direct, d'où le fait que le LOSC a une cote plutôt bonne. Et oui, je le dis honnêtement, il y a un grand, grand monde où le LOSC et directement en huitième de finale après ce match-là. C'est une folie et je vais être honnête avec vous sur ce match-là. Alors, je sais que certains vont peut-être stresser, c'est un match que j'ai pu voir en replay, donc je peux vraiment vous en parler. Quand on voit Feyenoord avoir massacré sur le papier hein, le Bayern Munich 3-0, on est en mode, mais gros, mais le LOSC va se faire massacrer, machin et tout. Je vais vous rassurer, ce match-là, le Bayern le joue 100 fois, il le gagne 98 fois. Enfin, honnêtement, j'ai rarement vu ça dans ma vie. On parlait du PSG avec une finition en néant. Le Bayern a fait fort, hein, 80% de possession, 30 tirs, 9 grosses occasions, dont Sané qui a littéralement les cages vides qui tire à côté. 9 grosses occasions, 0 but, 3 grosses occasions pour le Feyenoord et 3 buts, notamment 2 contre, un très très bien mené. Très, très bonne équipe hein, du Feyenoord qui aura vraiment eu sa chance hein, contre le Bayern qui a réussi. Mais voilà, avec un Bayern légèrement réaliste, c'est un autre match. Hein. Kane, les ratés, j'en parle même pas. Sané, les ratés, j'en parle même pas. Donc c'est vraiment à relativiser maintenant. Oui, c'est vrai que le LOSC, eh ben, ces derniers temps, c'est un peu moins ça. C'est un peu plus compliqué, soyons honnêtes. Il y a eu une très belle série. Hein.
aucune défaite. Pas mal de matchs nuls quand même, nul, contre Nantes, nul contre Marseille ici, qualification en coupe de France mais un nul, nul, contre Auxerre, une victoire à Nice où tu as vraiment eu un sursaut. La première défaite, elle était, cette saison, enfin depuis longtemps, contre Liverpool. Tu as eu beaucoup de mal, mais tu t'es battu et j'ai vraiment vu un très, très beau visage du LOSC, c'est pour ça que je suis assez confiant et une défaite contre Strasbourg qui est un peu dommage parce que je te dirais que tu as été meilleur dans ce match-là, mais le gros problème, c'est que tu as manqué, hein, tu as manqué, voilà, sur la première période. Strasbourg n'est pas si fort, hein, honnêtement, tu as été assez supérieur, tu as eu 2 grosses occasions, on a mis une au fond, par Sahraoui en début de match, tu as été bon. En seconde, par contre, tu as eu un peu plus de mal et Strasbourg mériterait, je pense, quand même sa victoire-là. C'est dommage. Je pense qu'il y a eu peut-être, de la fraîcheur en moins, je sais pas. Alors, voilà, il y a des joueurs aussi qui font pas non plus le plus grand taf. On sait que c'est un banc qui peut être un peu limité. Bon, je vais pas trop considérer ça et simplement de me dire que ce match-là, si on prend simplement ce match et uniquement ce match-là, il y a des absences côté, LOSC qui sont gênantes, hein. André, c'est gênant. Mandy, je sais pas à quel point c'est gênant. Il aura eu un rouge contre Liverpool, mais André Benima, c'est gênant. Évidemment, Zegrova n'est pas là, c'est gênant. Bon, Thiago Santos, je vais pas l'évoquer, ça fait longtemps. Maintenant, il y a toujours cette qualité de réalisme réel pour le LOSC en Ligue des Champions. À un moment, je suis désolé, mais David, il a marqué littéralement à tous les matchs ou presque. Un tir, un but pour David, limite en Ligue des Champions. C'est assez dingue. Chevalier, voilà, hein, quand je vois notamment le match qu'il a pu faire contre Liverpool, Chevalier est fort au football, hein, il est là, il est présent, le gars. Honnêtement, je pense que le LOSC, avec quand même le 12e homme, à domicile, a une réelle potentielle possibilité de le faire. Vraiment, j'y crois à 100%. Je pense que dans l'absolu, le nul est OK. Vraiment, le nul me paraît être possible si on imagine un LOSC qui est protagoniste du match, qui peut se faire peut-être avoir en contre une ou deux fois. Mais un LOSC réaliste gagnera ce match-là. Je fais confiance en David. Je fais confiance en Chevalier et à peu près au reste de l'équipe. C'est une équipe maintenant, voilà, qui a cette motivation de se dire, ben, on peut se remettre directement sur le bon chemin. Genesio est un coach aussi de grands moments, de grands matchs, je trouve. Tu gagnes, tu es très, très, très probablement dans le top 8. Franchement, vas-y, de tout cœur avec le peuple lillois. Je crois en une victoire du LOSC. Ça va être assez serré, 55, 60, on va dire 40 pour le LOSC, mais ils sont totalement capables de le faire. On veut une grosse, grosse ambiance à domicile. On veut un LOSC protagoniste du début à la fin, réaliste. Le LOSC qui gagne ce match-là, top 8 et on n'en parle plus. Des matchs de fou, hein, comme je vous l'ai dit, c'est cette vidéo en vrai, j'essaie de l'expédier un peu vite parce que sinon elle ferait 1 h 30. Il y a trop, 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 trop de matchs à analyser. Mais ce match-là entre l'Inter et Monaco, mais c'est le football. Et je vais être honnête avec vous. Alors, j'aime énormément Monaco, il n'y a pas de problème. Vous savez, si vous me suivez sur la chaîne, je suis très, très content parce que j'y croyais pas, honnêtement. Mais la victoire qu'ils t'ont chopé face à Aston Villa, magnifique. Franchement, j'y croyais pas. J'ai vu un Monaco. Merci. C'est la mentalité que je veux. C'est la mentalité que je veux. Tu as gagné également un match contre Rennes. Tu t'es un peu fait peur, mais tu as été au-dessus, hein, très largement. Encore une fois, tu as trop, 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 trop d'occasions. Pas assez de finition. C'est tellement le problème de Monaco. Cette équipe se génère un nombre d'occasions, mais ne marque pas. C'est une folie. Akliouche, magnifique retourné. Maintenant, je vais être très honnête avec vous et voilà, je vais être cash, hein. Je vois l'Inter l'emporter. Voilà, je vois l'Inter l'emporter, malgré les choses que j'ai dit sur Monaco. Pour une raison simple, alors je ne comprends pas trop pourquoi, peut-être parce qu'on parle pas trop des clubs italiens ni rien, mais bah, ouais, l'Inter Milan, c'est une des meilleures équipes d'Europe et honnêtement, vous me dites aujourd'hui, Coro, hors Liverpool et Barcelone, qui ont un potentiel énormissime pour cette Ligue des Champions et la remporter, quelle est l'équipe que je vois aller au bout? Beh, c'est potentiellement l'Inter, quoi, honnêtement et peut-être ça peut surprendre certains. C'est énorme. J'ai pu notamment voir certaines séquences de cette saison, mais même, je l'ai su depuis quelques saisons et tout. Le travail fait par Inzaghi, il est énorme. Je vais être honnête, ça va être extrêmement dur pour Monaco d'arriver à battre l'Inter, mais vraiment, vraiment très dur. Bon, déjà, on est à l'extérieur, hein, soyons clairs, sur une chose. Je rappelle quand même quelque chose, c'est que, l'Inter Milan est évidemment deuxième de Serie A, ça c'est OK. On parle d'une équipe qui est quatrième de la Ligue des Champions. Un seul but encaissé, un seul but encaissé. C'est énorme. C'est énorme, 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 pour l'Inter qui est, très, très, très bien parti pour terminer top 8. Je crois qu'elle est top 8 à 100 même. Bon, là, quasiment à 100. Monaco qui est ici a une probabilité assez faible de terminer top 8 parce que justement ils affrontent l'Inter. Ouais, ça va être très, très dur honnêtement. Un nul, allez, pourquoi pas un nul?
C'est une équipe qui gagne énormément. Ça sort d'un 4-0 là contre Lecce en Ligue de, en Ligue des, en Serie A, pardon. Il y a une défaite en Supercoupe après une grosse remontada de Milan, ici 2-3. La dernière défaite en Ligue des Champions, elle était ici le 10 décembre contre le Bayer Leverkusen, qui fut une très grosse équipe aussi. Hein, Leverkusen, il y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, match que j'ai pu revoir en résumé où ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal à se générer des occasions. Donc ça montre que quand tu veux leur mettre aussi une pression assez importante, tu peux gagner ce match-là. Notons quand même quelque chose, c'est que le match n'a pas non plus une production de fou des deux côtés. Une grosse occasion côté Inter, deux grosses occasions côté Leverkusen. Au final, c'est bien le Bayern qui va l'emporter. 1-0, c'est la seule défaite de l'Inter hors Ligue des Champions et c'est également le seul but encaissé. Mais voilà, ça va être très très dur. Alors, si on a un Monaco qui veut vraiment mettre une grosse pression, qui est ultra réaliste, mais ce qu'on ne va pas vraiment débuter début de saison, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, dans les faits, ça fait très, très, très dur. Enfin, il y a des joueurs, on en parle peu, mais De Vrij, par exemple, cette saison, il est énorme. Yann Sommer, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe, donc très réaliste également. Il y a un entrejeu avec notamment Barella, toujours un magicien. Dumfries, Di Marco, peut-être la meilleure paire de pistons au monde actuellement. Enfin, c'est énorme, énorme, énorme. Thuram et Martinez marchent sur l'eau. Ouais, ça va être dur. Ça va être très, 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 très dur. Je vais dire une victoire pour l'Inter, je la sens bien. Et honnêtement, que Monaco me fasse mentir. Que Monaco me fasse mentir. Ça va être peut-être un peu trop. Ça va être peut-être un peu trop, surtout que les joueurs de l'Inter ont un peu plus d'expérience globale, plus de réalisme tout court. Ils sont à la maison. Ça va être quand même dur. Je vais dire une victoire de l'Inter à 65, proche de 70 pour moi. On va espérer quand même que Monaco fasse un truc, mais voilà. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr que ce multiplex est choquant et il fallait un grand match pour le Barça. Purée, quel match! Quel match, quel match, quel match! Contre l'Atalanta, magnifique équipe avec tellement de bons joueurs. Quand vous prenez Lookman, quand vous prenez Pasalic, De Roon, De Ketelaar, le Belge, il y a des super bons joueurs et honnêtement, c'est un très grand match pour le Barça. On verra à quel point ce Barça pourra se hisser à un niveau assez intense. Alors, l'Atalanta, pour ceux qui ne savent pas trop, il y a quand même eu une très bonne période. C'était un peu moins bon ces derniers temps. Beaucoup de matchs nuls, voilà, depuis le 28 décembre. Nul ici, défaite, nul, nul. Bon, voilà, défaite ici contre la police, c'est bien revenu. Mais ça reste une équipe énorme, hein, soyons clairs. Il y a eu une défaite contre le Real Madrid. Je ne sais pas si vous l'avez vu, supporter catalan. C'était un match de très, très, très haut niveau. Un Real Madrid extrêmement, extrêmement dangereux en transition, assez réaliste également. Un Atalanta qui aura raté vraiment des occasions importantes. Mais voilà, cette équipe joue très bien au football. Je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent marquer à tout moment. Maintenant, je pense que, je vais pas dire qu'il y a un plafond de verre, parce que pour moi, ça reste une équipe qui est à sa place. Hein. Je vais pas montrer le classement. Quand on voit une équipe qui est septième, je suis pas étonné. Honnêtement, l'Atalanta, terminer dans le top 8, ça me semble totalement faisable. Alors, le Barça est deuxième et est qualifié à 1000% dans le top 8. Ça, c'est très, très bien pour eux. Donc, on pourrait imaginer un Barça qui lève un peu le pied, mais c'est pas trop la mentalité d'Hansi Flick, c'est là aussi la mentalité de beaucoup, beaucoup montrer les crocs, entre guillemets. Ça va être un beau, beau match de football. J'ai l'impression que ça peut être un match qui peut être très, très riche en buts, comme très, très pauvre en buts. C'est très particulier parce que l'Atalanta n'est pas non plus une équipe qui prend beaucoup. 4 buts pris en Ligue des Champions cette saison, uniquement, dont 3 contre le Real Madrid. Vous voyez un peu l'idée. Ouais, il y a la capacité, évidemment, pour le Barça de pouvoir exploser, entre guillemets, cette équipe. Quand je dis exploser, les faire craquer. Il y a trop de réalisme. Enfin, quand le Barça est réaliste, de par Rafinha, Lamine Yamal ou autre, ouais, c'est très compliqué de les voir. Mais attention, hein, vraiment, c'est un match tellement, tellement, tellement de haut niveau. Le Barça joue à domicile, donc ça peut évidemment jouer. Il y a quand même eu un match pour le Barça où, ouf, ouf, on est quand même rassuré à la maison, où voilà, tu montres que contre une équipe qui est évidemment relativement faible, mais tu peux montrer et incarner ta puissance offensive, c'est énorme. Oui, le Barça, c'est peut-être la meilleure équipe offensive d'Europe actuellement, la meilleure équipe offensive d'Europe, je sais pas, mais largement une des meilleures. C'est énorme et quand ça a du réalisme, voilà, un match où le Barça a du réalisme, il y a 7 buts. Vous comprenez un peu l'idée, c'est énorme, ça sort d'un match absolument choquant, historique, j'ai rarement vu ça. Contre Benfica qui n'a aucun sens, mais les gardiens ont complètement fumé sur ce match-là, notamment Chesney. On verra, mais pourquoi pas un autre match choquant pour le Barça? C'est un match qui est très, très serré. Je vais pas vous mentir, c'est un match qui est très, très serré. Je pense que, honnêtement, un nul peut s'entendre. Honnêtement, vous me dites que Coro joue un nul pour les 2 pour ces équipes-là. Je suis relativement d'accord avec vous, mais le Barça a peut-être plus d'expérience malgré la jeunesse qu'ils ont, mais quand je dis d'expérience, c'est-à-dire juste simplement ADN européen et ça joue aussi dans les têtes, hein, par rapport à l'Atalanta qui est un club beaucoup plus, on va dire, novice en Europe. C'est à la maison, ça reste les meilleures individualités du monde. Bah, Lamine Yamal, il est exceptionnel. Rafinha, il est choquant. Il y a plein d'autres joueurs de malades. L'Atalanta a marqué un but, 2 buts, ouais, pourquoi pas.
Le Barça, avec un simplement de réalisme, sera pour moi plus fort. C'est pour ça que je dirais quand même le Barça vainqueur, mais je suis sur, du 55-45, vraiment en mode attention, mais voilà, je pense que ce match-là, il peut tant bien se finir 1-1, 1-0 que, 3-0 ou 3-1. Vous voyez un peu l'idée? On verra bien. Ça va être un très, très beau match de football. On est vraiment gâtés, hein. Eh bien, écoutez, c'est pas la fin de cette vidéo, mais j'ai parlé au moins des équipes dont je parle d'habitude. Je vais quand même faire un petit tour d'horizon par rapport aux autres matchs. Alors, on est vraiment gâtés, hein. Vous avez déjà vu les matchs, dont on a parlé. On est gâtés, gâtés à mort. Il y a évidemment d'autres matchs, hein, qui sont intéressants à suivre. Vous avez notamment, par exemple, ce Juve-Benfica, assez particulier parce que, ben, ouais, la Juve est 17e avec 12 points. Benfica est 21e avec 10 points. Benfica n'est pas garanti d'être qualifié. Ça va être assez serré, on verra bien. La Juve est normalement qualifiée, mais envisage potentiellement le top 8. Ça va être un peu compliqué, mais pourquoi pas. Bon, ce match-là, est-ce que vous allez le suivre? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, le City-Bruges, extrêmement important. En vrai, je pense qu'objectivement, le match le plus important à suivre de cette journée, c'est Stuttgart-PSG et Manchester City-Bruges. Forcément, on a, allez, on va dire au niveau, du top 8, intéressant, ben, Brest-Real Madrid, mine de rien. On a le Lille-Feyenoord, extrêmement important également. Mais oui, voilà, ce petit, City-Bruges. Eh ben, attendez les gars, s'il vous plaît. Bruges peut être un peu le dindon de la farce, si on peut le dire, parce que City est à 8 points. City n'a pas le choix. Ils doivent remporter leur dernier match pour se qualifier. En cas de victoire de City, il y aurait 11 points. Pour Bruges, ben, il y aura un goal average négatif, minimum -3. Là, vous faites le calcul. Vous avez City à 11 points. Vous avez Bruges qui perd, on va dire, par un but d'écart, qui a -3. 11 points, -3, si vous avez par exemple Stuttgart, le PSG, le Sporting et Benfica qui prennent des points, ben oui, c'est très, très clair, le, club de Bruges est 25e et n'est plus qualifié. Enfin bref, ça va être assez dingue d'ailleurs, je suis parti voir tout à l'heure, regardez un petit peu Bruges, selon la probabilité, à 94 de chances de se qualifier, mais ils peuvent vraiment finir, d'un nom de la farce, encore une fois, ça va être dingue. Attention, 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 vous savez quoi? Si vous me demandez un petit prono là comme ça, on se crée de Bruges City, les gars. City Bruges, hein. Je crois que c'est à Manchester City quand même. À Manchester directement. C'est à Manchester. Mais vous savez quoi? Comme ça, je me dis, et pourquoi pas un petit nul? C'est même pas ce que je souhaite, honnêtement. J'aimerais bien voir City aller encore plus loin dans la compétition pour voir jusqu'où où ils peuvent rebondir. Mais vous savez, parfois, il y a des saisons de crise absolue. Et pourquoi pas Bruges qui arrive à tenir City comme ça, même si, bon, dans l'absolu, je pense que City va le faire. Mais allez, pour le fun. en vrai, en vrai, ce serait choquant. Ce serait vraiment choquant. Je pense quand même que City va le faire. On a le Dynamo, qui va jouer contre qui, le Dynamo? Je crois que ça va être contre Milan, hein. Ouais, Dynamo Milan. Ah, je pense que c'est un peu fini, pour le Dynamo malheureusement parce qu'ils ont également 8 points comme City, mais ils ont -8 de goal average. Il faudrait gagner contre l'AC Milan, déjà de 1, et il faudrait vraiment, vraiment espérer, soit une très grosse humiliation pour Bruges, soit, que Stuttgart également prenne une très, très grosse humiliation. Enfin, ce genre de scénario-là, il y a pas beaucoup de probabilités que ça arrive. On verra bien, hein. Franchement, ce serait, un miracle de fou furieux. On a un autre match que je pense, peut être intéressant, le petit PSV Eindhoven, Liverpool. Au niveau du classement, le PSV, est ici, hein, je le rappelle, voilà 19e et quand même parmi les clubs à 11 points, bah, les mieux, hein. Il a quand même un goal average de +3, donc ça devrait le faire. Liverpool est premier qualifié, quasiment sûr, j'allais dire à être premier. Premier, je sais pas, mais dans le top 2, bah, c'est sûr, hein, honnêtement. Maintenant, il y a un gros, gros turnover qui va être effectué de la part de Liverpool, il me semble, hein. D'ailleurs, je crois que si on regarde les compos probables, ça va un petit peu dans ce sens-là. Voyez, bah, regardez un peu la compo de Liverpool. Il y a énormément de turnover. En vrai, franchement, pourquoi pas imaginer un PSV, qui le fait. PSV qui a quand même cette, volonté aussi de jouer le ballon, notamment à la maison, qui a vraiment une très, très bonne qualité offensive. Moi, je vois ça. Sincèrement, les gars, c'est un Liverpool totalement remanié. Il y a pas les cadres habituels. Alors, il y a Nunez, qui est, on va dire, à peu près, titulaire remplaçant, on va dire, et Gakpo. Mais sinon, ouais, c'est une équipe, quand même, qui est très, très remaniée. On verra bien. Je suis en mode, pourquoi pas imaginer le PSV, l'emporter. On a le Sporting Bologne qui est quand même intéressant, les gars, bah, pour une raison, très, très simple. Vous, regardez le classement encore une fois, Sporting Bologne. Alors Bologne est, éliminé, il me semble, voilà, à 100, mais le Sporting ne l'est pas et ça peut notamment intéresser le PSG. Beh, 10 points, plus 1, sont vraiment, vraiment dans une situation compliquée. Le Sporting devrait, je pense, quand même le faire, donc on verra bien, mais Bologne revient bien de mémoire, de ce que j'ai vu, hier ou avant-hier. Ouais, c'est quand même, voilà, il y a quelques matchs, où ils n'ont pas perdu. Enfin, il y a une défaite pour Bologne, depuis, longtemps. Regardez, cette défaite-là contre Lille, le 27 novembre, cette défaite-là contre l'Hellas, Vérone et sinon, bah, pas de défaite, donc une équipe qui perd assez peu. Attention et pourquoi pas un petit match nul entre Sporting et Bologne, je pense que ça peut se voir honnêtement et après voilà, il y a plein d'autres petits matchs. Bon, Bayern, Slovan Bratislava, je pense pas que c'est le plus pertinent, Bayer et cetera machin. Je pense qu'on a vu à peu près les matchs les plus intéressants. Je suis en train de regarder le reste, mais bon, honnêtement, ceux qui vont regarder, des matchs spécifiques,
Sans enjeu, bah, bravo à vous, vous êtes des vrais passionnés. Mais je pense que ouais, on va se checker le petit multiplex avec le PSG à côté. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas les amis. Je vous remercie, de laisser un petit pouce bleu avant de partir, ça m'aide beaucoup, vous le savez. Voilà, j'ai essayé de faire le plus expéditif possible. Ça a clairement pas été, les pronos les plus détaillés, les plus poussés, ni rien du tout. Je voulais faire au plus vite et parler de cet ensemble. Bah, mesdames, messieurs, à vos pronos, j'ai envie de vous dire. Et quel est le classement final? On en reparlera. Je crois que nous avons le tirage au sort, jeudi ou vendredi? Peut-être vendredi quand même, parce que jeudi à l'Europa League, vendredi. À moins que ce soit le début de la semaine pro. Bah, je vais vérifier ça après le match, mais je crois que c'est plutôt ce vendredi. Généralement, ils le font, soit vers midi, soit à 18 h. On verra bien. Qui sera dans le top 8? Qui seront les barragistes? Le tirage au sort s'annonce choquant. On va manger de la Ligue des Champions, en voulez-vous, bah, pendant des semaines et des semaines. Et en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. C'était Kouro, prenez soin de vous et la paix sur vous.